elle prend son sens, cette exposition, du moins de mon point de vue, parce que je m'efforce depuis maintenant 15 ans, au fond, d'enseigner ou d'introduire à l'histoire de l'environnement dans les écoles d'architecture ou de paysage ou d'urbanisme. Avec l'idée suivante, qui est que les préoccupations environnementales contemporaines sont d'une importance et d'une nature telle qu'elles sont amenées elles doivent nous amener à revoir, réviser, non seulement nos pratiques, mais même jusqu'à l'histoire et la théorie de nos disciplines de projet. Donc ça prend sens, cette exposition, là-dedans. Comme l'a rappelé Cyril, donc je fais ça maintenant dans les écoles d'architecture, je m'intéresse à ça, exactement. Et par exemple à Harvard, c'est pareil, je le fais auprès d'étudiants qui travaillent auprès de Rem Koolhaas à Rotterdam sur des expositions que vous avez peut-être vues pour certains d'entre vous, comme la Biennale de Venise il y a 6 ans, sur les éléments de l'architecture. Et comme je m'intéresse à ces questions d'énergie en particulier, Rem m'avait demandé de m'intéresser plus particulièrement à cet élément qu'est le foyer, là-bas. Donc vous savez, il y a une actualité de cette question de la countryside aujourd'hui qui vient du fait que Rem, qui travaille depuis 5 ans maintenant à une autre exposition qui vient d'ouvrir au Guggenheim de New York, porte sur the countryside, avec le pitch suivant. Nous autres architectes, je parle pour lui, nous nous sommes focalisés beaucoup sur les villes. Or, le reste change peut-être plus vite même que les villes, et il serait temps que les disciplines de projet, l'architecture en particulier, regardent de ce côté-là. Donc il a monté toute une grosse exposition que j'ai vue d'ailleurs se monter petit à petit, et auquel j'ai proposé une contribution comme ça, puis ça s'était plus ou moins entendu. Entre-temps est arrivée la Triennale de Lisbonne. On a été retenu avec Eric et quelques amis enseignants à l'école de Paris-Est pour en faire le commissariat général sur le thème proposé par Éric Lapierre de la rationalité en architecture aujourd'hui. Et donc je me suis dit, plutôt que de faire une contribution à l'autre exposition, on va plutôt faire une sorte de contribution latérale, une note de bas de page transatlantique à son exposition, voire un petit contrepoint libre à cette question-là. Et c'est ce qui nous a donc amené à élaborer, pour contribuer à la réflexion sur la rationalité aujourd'hui, cette exposition sur les rapports entre agriculture et architecture. Pourquoi? Parce que la rationalité, c'est un concept qui est relatif. La rationalité dépend très largement de la situation, du contexte, des conditions, du monde dans lequel vous opérez. Donc la rationalité, elle évolue. Et puis il y avait derrière, dans notre tête, ce qu'a rappelé Cyril tout à l'heure, la volonté de réfléchir à une grosse question qu'il a résumée lui-même. Je dirais que toute personne qui réfléchit un tout petit peu et qui prend la peine de s'informer aujourd'hui est nécessairement confrontée à un gros paradoxe. Quand on regarde vers le passé, au moins vers les 2 ou 3 ou 4 derniers siècles, alors on ne peut que tirer l'idée, en gros, que l'urbanisation du monde est un phénomène inéluctable, inévitable, et quel est le sens de l'histoire. Quand en revanche on se tourne vers le futur, on me dirait c'est plus compliqué. Mais quand on essaye de sonder un tout petit peu le futur à partir des grosses préoccupations environnementales qui sont les nôtres aujourd'hui, dérèglement climatique, chute de la biodiversité, érosion des sols, raréfaction de l'eau potable, les métaux, le pic énergétique, bref. Quand on regarde le futur à l'aune de ces questions, alors ce même phénomène d'urbanisation qui paraît être la manifeste destinée de l'humanité, quand on regarde le passé, paraît du même. Ce qui est inévitable devient impossible, ou est en même temps impossible. Donc, une situation qui est à la fois inévitable et impossible, elle conduit à la schizophrénie. Et donc il faut gérer la schizophrénie. Donc cette exposition, elle voudrait modestement nous aider à traverser cette schizophrénie. J'adore cette photographie de Joël Sternfeld qui résume très bien, pour moi, quelque part, c'est l'équivalent de la fresque du mauvais gouvernement de Lorenzetti autrefois, vous voyez, l'état, en gros, du monde, de l'architecture, de l'agriculture devant. De la fenêtre de mon bureau, à l'EPFL, je vois ça.
Je vois les magiciens, vous voyez, s'inspirer de la nature pour mieux développer des robots. On peut aussi s'inspirer de la nature avec un agenda qui est moins de smartness, mais peut-être plus de wisdom, et par exemple développer des théories du type de celles de l'agroécologie ou de la permaculture, dont une des hypothèses de l'exposition est qu'elle constitue des trésors de réflexion et de leçons dont les architectes et ceux qui font profession de design peuvent s'inspirer aujourd'hui, peuvent trouver matière à réfléchir. Donc, on a fait cette exposition à Lisbonne, pas au Guggenheim, dans un garage aveugle de 2000 m², où ont lieu les expositions là-bas. Fantastique espace par ailleurs. Et je m'attarde une seconde sur le plan, parce que vous verrez que c'est à peu près le même ici. Ici, on a 400 m², mais on a condensé en quelque sorte, sans l'appauvrir, l'exposition de Lisbonne, même en l'améliorant ici et là. En gros, c'est quoi? C'est littéralement une idéologie, c'est-à-dire un ensemble d'idées, de références organisées pour développer un argument, développer un propos et soutenir en effet le point de vue de ce que tu appelais, comme Charles Mann, les prophètes. Un peu. Rappeler un tout petit peu les arguments des prophètes. Alors je vais vous... Voilà, ça c'est la nef centrale, si vous voulez, de cette affaire, qui conduit en haut à une boussole que vous verrez dans l'exposition, où avec Martin Etienne, on a essayé de représenter, comme ça, les 4 horizons très différents que pourrait prendre le développement des rapports, la dialectique entre ville et campagne, aujourd'hui et demain. On a essayé de le représenter visuellement comme ça. Vous êtes invités à entrer dans cette espèce de rose des vents et à vous poser la question de savoir dans quel tableau vous avez envie d'entrer éventuellement, ou entre lesquels, où est-ce que vous vous placeriez exactement dans toute cette affaire. Et puis comme dans tout plan de basilic, il y a des ailes de chaque côté. Alors à Lisbonne, on avait cette gigantesque fresque qui faisait 60 mètres là-bas, qu'avec Gaëtan Amossé, on a dessiné comme ça. C'est un exercice un peu difficile parce que ça veut dire on voit carrément, on se fait l'histoire de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'architecture depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est évidemment plein d'ellipses, voyez, de manques aussi. C'est un work in progress, machin, mais on a pensé que c'était nécessaire. Pourquoi ? Eh bien, pour faire en sorte que toute la jurisprudence dont on parle au centre, on soit capable de la localiser dans une histoire continue. C'est très important. Puis la deuxième raison, c'est pour que chacun prenne conscience que les évolutions sociales, politiques, techniques, etc., elles sont dans des dynamiques, voyez, chacune différentes les unes des autres, voyez, qui entrent en résonance, etc. Et c'est très important pour arriver à se poser ce que Kant appelait la grande question critique aujourd'hui, la troisième, qui était « Que m'est-il permis d'espérer ?» Ou plus exactement, si on la pose collectivement, que nous est-il permis d'espérer? Parce que peut-être que tous les espoirs ne sont pas permis, et donc c'est important de se poser cette question pour ne pas investir, si vous voulez, trop dans des non-solutions. Et puis, sur l'autre côté, on avait des petites chapelles, voyez, là, et où là, on avait fait une sorte des projections vidéo, parce que rien n'est plus stimulant que de rencontrer et de discuter avec ceux qui ont, depuis déjà plusieurs décennies, pris le parti de la campagne et qui ont développé des projets là-bas en véritables designers. Ok, donc je vous explique juste comment ça fonctionne, cette nef centrale avec 6 lignes thématiques comme ça. La première, c'est vraiment agriculture et architecture à travers l'histoire, en 7 vignettes. La deuxième, c'est agriculture et urbanisme dans l'histoire. La troisième, on va s'y attarder un peu avec Mathieu, puisqu'il est là, c'est de l'agronomie à l'agroécologie. 2000 ans, allez, comme ça, en petite vignette d'histoire de tout ça. La quatrième, c'est l'histoire des mouvements Back to the Land, parce que ça ne date pas que des années 70 ou 60, les mouvements Back to the Land. Les effondrements urbains, il y en a eu un paquet. Il y a toute une jurisprudence d'effondrement de sociétés complexes
auxquels il est intéressant de se pencher. La ville n'a pas toujours été la manifeste destinée des civilisations. Il y a eu des constellations, il y a eu des dispersions. Elles ont peut-être beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui. Alors le spectre chronologique se resserre à mesure qu'on avance. On a consacré toute une série aux alertes environnementales telles qu'elles ont été formulées par des scientifiques, des activistes, des architectes, toutes sortes de gens dans les années 60-70, en donnant d'ailleurs lieu à la proposition de la permaculture, qui naît en 78 comme concept, comme stratégie de design destinée à entretenir localement des milieux résilients. Et puis une dernière série qui, elle, est beaucoup plus thématique et moins historique, dans laquelle on s'est efforcé d'identifier en 7 cartes, comme ça, les principes, les leçons dans lesquelles il serait peut-être utile de puiser, voyez, parmi les principes que la permaculture, je prends le mot permaculture assez largement, ça enveloppe d'autres mouvements qui peuvent plus ou moins se réclamer de tout ça, les principes de cette vision critique, si vous voulez, du projet à l'époque. Alors, quelques images de l'exposition de Lisbonne, comme ça je ne vous vole pas l'impression de celle ici. Ça se présentait comme ça, voyez, comme un jeu de cartes, comme une patience, une réussite. Voyez. On dispose savamment ces cartes comme ça. Alors voilà tous ces panneaux dont je vais pas. Et puis alors, évidemment, la magie des cartes, c'est qu'elles ont un dos, qui est en général là pour masquer la vraie valeur de la carte. Voyez. Et là, on les a utilisés, les dos, pour placer des images beaucoup plus connues des architectes en général. Et là, il n'y a pas d'ordre très précis, sinon les résonances ou les contrepoints qu'elles font avec les panneaux de face qui sont là. Autrement dit, toute une constellation d'images bien connues qui demandent moins d'explications, mais dont on espère qu'elles vont entrer dans des résonances, qu'on va les interroger différemment dans cet ensemble. Alors, voilà, les films avec David Holmgren, un des 2 grands concepteurs géniaux du concept de permaculture. On a été faire des entretiens avec lui. Et puis de l'autre côté, cette gigantesque frise chronologique qu'on a faite patiemment avec Gaëtan. Là. OK. Je vous telle qu'elle était à Lisbonne, je la passe. Vous la verrez mieux tout à l'heure. Elle est encore plus belle ici. On n'a pas besoin de s'attarder là-dessus ici. OK. Ce que je vais faire avec Mathieu, c'est que je vais juste prendre parmi ces 42 cartes, je vais en prendre quelques-unes dans chacune de ces séries dans l'ordre. Ça, celle-là, je l'aime bien parce que c'est, comment on dit, c'est pour capter la captatio benevolentiae. Ouais. Comment capter la bienveillance des architectes pour qu'ils considèrent qu'il est utile de se pencher sur cette question des rapports avec l'agriculture. Le temple dorique, allez, le grand monument dans la tradition occidentale, indiscutable que ça c'est de l'architecture. Okay. Vous avez tous appris, si vous avez été sur les bancs d'une école d'architecture, par Vitruve, par Choisy, par toutes sortes de gens, que le temple dorique, c'est la monumentalisation en pierre d'un édifice public en bois, avec la frise représentant, voyez, le plancher d'un attique, et puis les triglyphes seraient les bouts de poutre de toute cette affaire. Okay. En 1980, sort un petit livre d'un architecte allemand, Georg Peschken, qui explique que, tiens, ouais, mais enfin, ça ressemble quand même beaucoup à des greniers à grains, à une typologie qui pouvait être en bois, en pierre, qu'on retrouve de l'Ukraine jusqu'à la Galice, partout. Et un grenier à grains, ben oui, c'est sur des pilotis, parce qu'il ne faut pas que ce soit dans l'humidité et dans la boue. Ça a évidemment des chapiteaux, parce que ça a besoin de Mausplatten. Il faut éviter que les rongeurs ne passent là. Puis ça marche pour le dorique, hein, mais ça marche aussi pour le ionien. On met aussi très souvent des linges, vous voyez, avec des répulsifs dedans. C'est un autre. Et puis, il faut être vraiment strictement architecte pour ne pas savoir que l'acanthe est un répulsif très connu. Vous voyez. Donc, on peut désigner les 3 chapiteaux classiques comme 3 pest controllers, pest control devices. Ouais. Alors, évidemment, le temple dorique n'est pas un grenier à grains. Vous voyez. Mais justement, il pourrait être... Et puis alors oui, je finis. Les triglyphes, ce ne seraient pas des abouts de poutre, ce seraient des grilles de ventilation.
c'est quand même un peu plus convaincant. Non? Ouais. Voilà. Donc, évidemment, le temple dorique n'est pas un grenier à grains, mais justement, et d'ailleurs, il se développe au moment où la Grèce classique commence à se spécialiser dans son agriculture pour importer les biens de première nécessité, d'ailleurs, avec l'esclavage qui va avec, etc. Bon. Donc, il n'est pas rare qu'au moment où on sait qu'on a abandonné les vertus de l'autosuffisance, etc., qu'on les célèbre au niveau religieux ou au niveau, disons, politique, comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un phénomène de sublimation. Ouais. OK. Donc là, pour moi, maintenant, vous êtes tous convaincus que c'est essentiel. Et puis, ce n'est pas tellement étonnant de voir Gropius et Le Corbusier, au moment où ils veulent finalement trouver la bonne référence pour parler du fonctionnalisme qu'ils mettent en avant, d'aller chercher les silos à grains d'un truc. C'est un hasard, c'est une coïncidence. Mais bon. Je saute à une autre série. Je l'aime bien, celui-là. Mundus. Vous avez également tous appris. Vous êtes attardés sur les rites de fondation des villes romaines, etc., qu'il y avait le Cardo et le Decumanus, l'ère du Temple, etc., qu'on traçait à la charrue le pomerium autour de la ville, etc. Mais il y avait un rite dont on parle moins, que Joseph Rigvert, dans The Idea of a Town, a très très bien analysé, qui était le rite du mundus. Le mundus consistait à creuser, quelque part dans la ville en train d'être fondée, une fosse dans laquelle les colons, si c'était une ville de colonisation, de colons, jetaient des poignées de terre des contrées d'où ils venaient. Et puis ensuite, comme chaque rite de fondation est un rite de refondation chaque année, eh bien, on jetait des fruits des champs avoisinants. Autrement dit, vous aviez au cœur de la ville, et quand on baptisait la ville, c'était quand on baptisait le mundus, umbilicus urbis, le nombril du monde, voyez, c'était une sorte de creuset commun. Voyez. Et ce que je trouve très intéressant dans ce truc, c'est que ça fait sortir le plan de la ville romaine du plan. Ça introduit une sorte de troisième dimension dans cette affaire, entre l'orbe, voyez, et le mundus ici. Une ville est un volume. Elle n'est pas juste un plan. Puis alors, si on se met à délirer, parce que pourquoi on ferait des expositions si on ne faisait pas ça, on se met à regarder, vous voyez, vous avez là-haut, là, un mundus romain, Central Park, ou plutôt avant Central Park, la Piazza del Campo à Sienne. Ce n'est pas un mundus, littéralement. Mais qu'est-ce que c'est, sinon quasiment un landscape, vous voyez, une sorte de... C'est très exactement la définition de ce que c'est qu'un landscape en hollandais, c'est-à-dire une division, comme ça, du territoire agraire, une représentation en maquette, quelque part, de la palette agricole à l'intérieur de laquelle la ville se trouve elle-même. Vous voyez, comme un écho à cette affaire. En plus, il y a là sa fontaine de Gaïa, ici, il y a les drains pour la flotte, etc. C'est exactement, vous voyez, la sublimation, encore une fois, d'un mundus. Ensuite, vous partez à Central Park, où là, on voit bien, c'est une idée du monde. Vous avez presque une histoire de la globalisation qui se fait, d'une image à l'autre. Et pour finir, Rem Koolhaas, quand il dessine la ville du globe captif, avec son flair de chienne de traîneau, il remplace le Central Park par le globe, carrément, lui-même. Comme si c'était la métropole qui était devenue la matrice, vous voyez, du monde lui-même. Une histoire de la globalisation. Une autre dans cette série, l'urbanisme. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que le concept d'urbanisme naît doucement. Sa gestation commence au milieu du XIXe siècle comme concept. Il va devenir réellement utilisé au début du XXe siècle, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que l'urbanisme si on rappelle le contexte de sa gestation? L'urbanisme, ce n'est pas tant l'art de construire des villes que l'art de gérer leur formidable extension due à l'exode rural emmené par la révolution industrielle. D'accord ? Si vous pensez à Cerdà, etc., c'est des plans d'extension de villes, majoritairement. D'accord ? Donc si vous gardez ça en tête, alors moi je revisiterais bien
les trois courants de l'urbanisme tels qu'ils avaient été définis par Françoise Choët, magnifiquement. Dans son grand livre en 1965, elle dit qu'il y a eu en gros trois grands courants de l'urbanisme, 100 ans après la naissance au fond du terme. Elle dit les progressistes, les culturalistes et les naturalistes. Les progressistes, je garderai ces termes, je les définirai de la façon suivante. Les progressistes, c'est ceux qui pensent que cette extension des villes est un phénomène tellement massif qu'il y a un changement de nature. Que par conséquent, il s'agit d'analyser le programme de la ville moderne destinée plus ou moins à digérer l'ancienne. La parfaite expression de cet urbanisme-là, ça peut être la charte d'Athènes, par exemple. Les culturalistes, c'est ceux qui disent « cette extension, elle a beau être formidable, il y a un organisme qui existe déjà, et ce qui doit inspirer l'extension, c'est le DNA, l'ADN, c'est la syntaxe, c'est les rapports publics-privés, etc., qui ont inspiré l'ancienne et qui doivent être déclinés là-bas. » Parfaite expression de tout ça, Camille le cite, l'art de bâtir les villes. Et puis enfin, elle avait cette catégorie du naturalisme dans lequel le seul représentant, d'ailleurs, dans son livre, c'est Frank Lloyd Wright. Moi, je n'y mettrais pas que Frank Lloyd Wright. Je ne sais même pas si je mettrais Frank Lloyd Wright, d'ailleurs. J'y mettrais certainement Olmsted. J'y mettrais certainement des gens de ce type-là qui disent quoi? Qui disent, ben non, le reste est vrai, mais ce qui doit inspirer ces extensions urbaines, certainement que c'est le programme de la ville moderne, certainement que c'est l'ADN de la ville d'où ça part, mais c'est le territoire sur lequel cette extension va se produire. Sa topographie, son hydrographie, etc., etc. Et puis enfin, dans ce courant, ou à la croisée de certains de ces courants, il y en a un qui pousse le raisonnement encore plus loin, et c'est le régionalisme. Le régionalisme qui dit, avec Guedes, plus tard avec Mumford et avec des tas d'autres, qui dit, c'est tellement vrai, que le vrai sujet de l'urbanisme, ce n'est pas tant la ville stricto sensu, que l'organisme territorial, la région, le bassin versant, je sais pas, voyez, dont elle est un segment particulier. Et on n'a pas pu s'empêcher, évidemment, de mettre la formidable Valley Section de Guedes dans sa belle expression, qui superpose la coupe sur la vallée à la coupe à travers la ville, comme si l'une était à la fois l'écho de l'autre et un segment ou la prolongation, voyez, de la première. Le point de vue de l'exposition, malgré tout, est très centré sur le métier des urbanistes, même s'ils sont peut-être rappelés justement à fusionner, qu'il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître face au défi de l'intégration du rural et de l'urbain, en tout cas si on suit l'hypothèse de Sébastien. Alors, quelques réserves sur ce que j'ai pu faire dans ce cadre-là, qui est un cadre limité. D'abord, la frise est très intéressante. Elle implique seulement un danger, ce qui est toujours le danger quand on a une approche linéaire, c'est de donner l'impression qu'il y a une téléologie et qu'il y a une sorte d'automatisation de destinée. En fait, il y a eu énormément de ruptures, notamment en agriculture, et il aurait presque fallu, mais c'était difficile physiquement, faire une fresque où tout d'un coup, la fresque s'interrompait, repartait ailleurs, et puis il y avait un vide, puisque en fait, si je prends simplement l'exemple des Carolingiens, pour 2 siècles, on a un nombre extrêmement limité de données. Voilà. Et donc, il y a quand même une reconstruction dans ces frises qui essaye de boucher beaucoup de trous. C'est un petit peu comme l'évolution. Vous savez, à l'époque de Darwin, on cherchait le chaînon manquant. Depuis, il y a des approches saltationnistes qui se sont imposées. Et en fait, vraisemblablement, il n'y a pas de chaînon manquant comme on le croyait, mais il y a des moments d'accélération, de rupture. Voilà. Donc c'est pour vous dire que la frise, d'ailleurs, elle-même ne respecte pas la longueur du temps complètement. Et donc, il faut arriver à ce que vous la replaciez dans ce contexte. Je dis tout ça parce que je fais l'impasse dans cette partie de l'exposition sur toute une histoire précédente de l'agronomie, même si Sébastien l'a mentionné tout à l'heure. Il y a une agronomie dès l'époque des Romains, et si vous lisez, et même avant eux des Grecs, un auteur magnifique qui est Columelle expose tous les principes de la permaculture. Columelle, par exemple, explique qu'un petit paysan qui n'a pas d'animaux a intérêt à récupérer la matière organique dans les chemins pour venir alimenter son sol. Et il a bien compris que le sol n'est pas un être humain qui vieillit, comme beaucoup de gens à l'époque croyaient, mais qu'en fait l'épuisement des sols est dû à une perte de matière organique et qu'il faut remettre de la matière organique. Simplement,
il est incontestable que si Colummel a eu un grand succès, il n'en reste pas moins qu'à partir du 5e, 6e siècle, il y a une éclipse, c'est l'éclipse du Moyen-Âge, qui n'est pas une éclipse de l'agriculture, mais qui est une éclipse de la culture écrite, et pendant un temps assez long, pratiquement 1000 ans, on n'a pas d'écrit. Et donc, la partie qui est présentée ici est finalement très tardive, elle commence au XVe siècle, fondamentalement, alors que la partie sur l'architecture remonte bien antérieurement et la frise également, mais la section C commence vraiment au XVe siècle. On est dans une situation paradoxale à cette époque-là, qui est la suivante. Ce sont des sociétés massivement agricoles, à la fois dans l'activité des gens, on pourrait même dire paysannes dans l'activité des gens. C'est la principale ressource de richesse. La noblesse essaye de capter la terre et la rente foncière, et en même temps, c'est l'activité la moins considérée. Et effectivement, la déconsidération qui touche l'agriculture fait qu'on va avoir, dans le cadre des monastères et volontairement dans une idée d'humilité, un intérêt pour l'agriculture, mais globalement, les élites laïques ne pratiquent pas, n'ont pas de pensée sur l'agriculture. La seule chose qui va les retenir un petit peu, ça va être les jardins. Parce que les jardins, malgré tout, et les jardins sont les arbres fruitiers, restent une activité qui est tolérable. C'est-à-dire qu'un noble peut, sans déchoir, s'intéresser, ou son épouse d'ailleurs, s'intéresser à un verger parce qu'il y a l'arbre, il y a aussi la symbolique liée à la Bible, etc. etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va falloir restaurer, pour qu'apparaisse l'agronomie, il faut d'abord restaurer socialement la légitimité de l'activité agricole. Et c'est là qu'on a une lente ascension à partir du XVIe siècle en Italie, non seulement la republication des œuvres des agronomes latins, et donc ce mouvement de la Renaissance qui tout d'un coup tourne le dos de manière volontaire et consciente au Moyen-Âge et célèbre l'époque classique comme étant l'époque majeure. C'est le moment d'ailleurs, de manière symptomatique, où les Italiens vont de manière péjorative nommer l'art français gothique, par opposition à un art romain qui est digne. C'est à ce moment-là qu'on redécouvre, qu'on republie, évidemment, l'essor de l'impression, de l'imprimerie, va permettre également de rediffuser ces ouvrages de manière très large, et l'alphabétisation des élites elles-mêmes, puisqu'il y a quand même à partir du XIe, XIIe siècle une réalphabétisation des élites qui va jouer un rôle. Et donc on commence à avoir des ouvrages à nouveau, ce n'est pas déchoir que de rédiger des ouvrages sur l'agriculture, d'abord en copiant les anciens souvent, mais avec le désir d'aller au-delà. Et donc on voit que sous la forme d'un hobby, c'est une sorte de passion de quelques individus un peu excentriques, on voit réapparaître cette idée que finalement on peut augmenter la productivité des sols et qu'on peut faire de l'argent pas uniquement, parce qu'il y a des fois un intérêt économique derrière, on peut faire de l'argent pas uniquement en accumulant de plus en plus de terres et de serres, mais qu'on peut, en concentrant ses moyens à un endroit donné, augmenter la productivité. Ce qui est une idée qui n'est pas évidente pour les Carolingiens vraisemblablement. J'appuie sur... Ah non, c'était dans l'autre sens. Alors, en même temps, et c'est ça le paradoxe, c'est qu'à la fois on retrouve un regain pour l'agriculture, pour une meilleure gestion, et on trouverait probablement chez ces auteurs-là des choses qui peuvent inspirer la permaculture, mais le mouvement socio-économique ne va pas dans ce sens-là. La colonisation est notamment menée par les Espagnols. Les Espagnols sont dans la continuité de la Reconquista. La Reconquista permet à une élite guerrière de s'approprier énormément de terres, énormément de serres. Se met en place le système des haciendas, qui est un système extrêmement extractiviste. Et c'est ce système qui est massivement exporté en Amérique latine, avec probablement un des plus grands effondrements agronomiques de l'histoire. C'est-à-dire, si vous regardez l'agronomie des peuples comme les Incas et les Aztèques et ce que produit la conquête espagnole, vous avez la constitution d'énormes domaines concentrés sur la production de bovins en général, parce qu'il y a une forte demande de cuir et il faut exporter du cuir vers la métropole, une simplification des systèmes et d'ailleurs un effondrement de la population qui est probablement la plus grande extermination de population qu'on a eue dans l'histoire. Et dans le même temps, face à ce modèle,
On voit s'engager en Angleterre un système qui met fin au régime féodal. Le régime féodal, c'est dans une économie peu monétarisée, le fait que l'élite possède sa puissance du fait qu'elle a de nombreux vassaux. Eh bien, vous avez le phénomène des enclosures. La ressource de puissance, maintenant, c'est d'arriver à commercialiser des produits, c'est d'acquérir de l'argent, une monétarisation de l'économie, notamment avec le flux d'or et d'argent du Nouveau Monde. Vous remonétarisez massivement l'économie et une spécialisation des grands domaines, notamment en Écosse, mais aussi en Angleterre. Mais ça a été encore plus violent en Écosse parce qu'il y avait moins de contre-pouvoirs. Avec les clearances, on va vider les espaces de ces paysans pour faire des grandes exploitations dans lesquelles on va mettre du mouton pour nourrir la laine qui va nourrir l'industrie. Et c'est parfait parce qu'en chassant les paysans, on va, et ça Townshend l'écrit très clairement au XVIIIe siècle, on va fournir à la puissance de l'Angleterre ce qu'il lui faut en marins et en soldats, puisqu'effectivement, seule la misère peut amener quelqu'un à être marin ou soldat. Et donc, la création des pauvres, qui est un grand problème qui travaille les économistes au XVIIIe siècle, est directement liée aux enclosures, qui va fournir, d'une certaine manière, la main-d'œuvre à l'expansion impériale et industrielle. Donc, en même temps que vous avez des agronomes qui commencent à expliquer comment on peut bien produire en intensifiant, en faisant une agronomie complexe, on a un mouvement contraire de simplification absolue et de destruction des systèmes précédents. Alors, un saut dans le temps. Le XIXe siècle est travaillé par énormément de tensions, notamment de tensions sociales. Il y a un livre majeur de ce point de vue-là qui est La Grande Transformation de Karl Polanyi qui montre qu'à un moment, il y a quand même eu une réaction parce que la société, pour se protéger, va protéger ces petits paysans. Et on va essayer, il y a tout un mouvement agrarien, d'ailleurs cette opposition ville-campagne se nourrit extrêmement à ce moment-là d'un refus de cette urbanisation et un discours de la campagne qui porte les vraies valeurs. Alors si vous regardez le XVIIIe siècle, notamment particulièrement en France, mais en Angleterre aussi, vous avez une description du paysan comme un populaire rustre, abominable, etc. Et au XIXe siècle, vous avez l'émergence par une partie des élites de la description du paysan comme bon populaire porteur de valeur face au mauvais populaire qui est l'ouvrier qui lui est facteur de révolte et donc il y a une sorte d'alliance objective avec ce monde de petits propriétaires qu'on veut promouvoir. Et en fait, ce système-là va être complètement télescopé par la Première Guerre mondiale qui est d'abord une guerre industrielle, c'est-à-dire que l'industrialisation de l'économie produit la ville industrielle et produit la guerre industrielle avec tous les outils et avec ces personnages un peu démiurges de l'agriculture moderne que sont le plus... Pardon ? Fritz Haber. Oui, mais je ne sais pas si on peut le désigner ici. Tu fais comme... Oui. Voilà, Fritz Haber ici et Bosch qui vont mettre en place en 1909 le procédé Haber-Bosch qui permet de lever le point de blocage de l'industrialisation de l'agriculture qui est le manque de nitrates. Et ils arrivent à créer la synthèse catalytique des nitrates. D'ailleurs, je pense que quand vous avez fait vos études à un moment ou à un autre, c'est souvent ce qu'on prend en exemple quand on est en troisième. Alors, je ne sais pas comment on dit ensuite. Quand vous avez 14-15 ans, en général, on vous fait le procédé Haber-Bosch parce qu'il est central dans ce monde des magiciens qui peuvent à ce moment-là artificialiser le monde. Et en plus de ça, donc, l'avantage... Alors évidemment, c'était économiquement non valable jusqu'au moment où, comme c'est la base des explosifs, on va couvrir l'Europe d'usines à explosifs. Et donc, après la Première Guerre mondiale, on a tous les instruments de l'industrialisation de l'agriculture, les nitrates en abondance, le début du char d'assaut, ça va vraiment se développer après la Deuxième Guerre mondiale, et il faut dire aussi que Fritz Haber est le père des organochlorés, de la lutte chimique. Donc souvent on s'indigne que les choses soient testées sur les animaux avant d'être testées sur les hommes. La lutte chimique a été testée sur les hommes avant d'être testée sur les animaux, avec la bataille d'Ypres, et toute la Première Guerre mondiale va utiliser massivement les organochlorés. Et il a l'idée, en 1916, de s'associer avec un écologue et un forestier pour protéger la forêt allemande de la dégénérescence et de l'attaque par les insectes.
et ils vont utiliser à ce moment-là les organochlorés, et c'est le début des biocides qui vont ensuite se décliner également en pesticides dans ce cas-là, ensuite en insecticides, herbicides avec la Deuxième Guerre mondiale, etc. etc. Et en fait, tout le tissu industriel mis en place pour la guerre va être reconverti pour changer l'agriculture. Et à ce moment-là, la classe politique choisie, elle rompt cette espèce de contrat avec la petite agriculture dont le but était d'empêcher les rouges de se diffuser. Elle admet le fait industriel, qu'avec l'industrialisation vient la puissance. Et là, la seule solution, c'est soit de croître, soit de disparaître. Et toutes les politiques agricoles qui sont mises en place après 1945 vont être destinées à produire. D'une certaine manière, cette représentation, à ce moment-là, c'est effectivement de la futurologie, mais quelque part, c'est effectivement ce qui s'est réalisé, puisque vous commencez à voir cet élevage en batterie, les 1000 vaches, ces champs qui sont entièrement reconfigurés, on a enlevé toutes les haies pour pouvoir passer les machines, parce que la machine est au centre, l'artificialisation est au centre du principe, et puis les grands silos pour les nourrir, et puis vous voyez également ce zonage très franc qui caractérise pour le coup la pensée de Le Corbusier, la pensée de cette époque. Grâce aux extraordinaires capacités de transport qu'on a, on peut complètement séparer les fonctions et on doit aller vers des espaces monofonctionnels. Et en fait, en conclusion, ce qu'on voit, c'est que alors que le discours agrarien nous amène à penser la ville et la campagne comme des oppositions, en réalité, sur l'histoire longue, c'est à chaque fois, et on peut reprendre le terme allemand de leitmotiv, à chaque fois une société est animée par un leitmotiv. Nous avons eu la domestication, la hiérarchisation avec les empires agraires, la manipulation avec les cités marchandes, l'artificialisation avec le monde industriel. La question est, quel sera le leitmotiv du prochain siècle ? Juste pour illustrer cette série sur les mouvements de désurbanisation, ou les mouvements back to the land, qu'on peut faire remonter à très très loin dans l'histoire. On en regarde plusieurs, notamment les monastères cisterciens, qui ont été à la fois des transmetteurs de culture, mais aussi des véritables laboratoires de rénovation agricole, horticole, à leur période. Là, c'est ce fameux mouvement Back to the Land des années 60-70, avec le fameux Whole Earth Catalogue, emmené par Stuart Brown, comme ça, qui fournissait à tout le monde les moyens de foutre le camp, technique, intellectuel, etc. Et j'adore cette phrase qu'on trouve au-dessus de ce petit dessin, qui est l'inverse de la première phrase du manifeste du Parti communiste, en gros. Workers of the world, disperse. Barrez-vous. Vous voyez, le meilleur moyen de faire s'effondrer le système, c'est que vous vous émancipiez, au fond, de son Norbitz. Alors on montre dans l'exposition, vous verrez plusieurs représentants, à mon avis, fondamentaux de ce courant et qui ont pensé tout ça, y compris la question du bio-régionalisme. Sur la série des grandes alertes environnementales, je ne vais pas m'étendre dessus, en estimant qu'elles sont relativement connues, et puis vous pourrez les voir illustrées dans l'exposition. Je vais m'arrêter sur un panneau moins connu. Quand je prépare cette exposition, quand je lis les traités de permaculture en 1978, je vois que David Holmgren et Bill Mollison, ces deux Australiens, qui inventent le concept et la pratique à la fin des années 78, citent dans leur bouquin, il faut voir que David Holmgren, qui écrit l'essentiel du livre, il l'écrit, il a 23 ans. Hein. Il a 22-23 ans, c'est un mémoire de licence. Et il cherche quelque chose qui est à l'intersection de l'agriculture, de la landscape architecture et de l'écologie. Il cherche à développer quelque chose là. Au départ, il voulait être architecte, mais il considère que c'est plus intéressant de faire ça. Et il cite toutes sortes de gens, que vous connaissez tous, Kevin Lynch, tout ça, plein de gens. Il est en plein là-dedans. Et il cite un article d'un certain Colin Moorcraft, qui, parmi tous les architectes, etc., dans cette salle, connaît Colin Moorcraft. Moi, en tout cas, je ne savais pas du tout qui c'était. Et il le cite, vraiment, vous vous disiez, il leur a fourni des concepts fondamentaux. Je recherche, comme ça, et je trouve un Colin Moorcraft, effectivement architecte, chroniqueur dans Architectural Design, qui en 1972,
il a 25 ans, publie par ailleurs un livre, Must the Seas Die, qui sera traduit en français la même année. Ça devait être un fan du commandant Cousteau, qui s'intéresse au métabolisme océanique, etc. Et qui publie un numéro entier de Architectural Design qui s'appelle Designing for Survival. Et il publie un article sous le même titre, dedans, dans lequel, alors qui est extraordinaire, c'est un très long article, mais vraiment formidable, on vient de le traduire là, pour notre revue Marne, qui fait un portrait au couteau, une analyse au couteau, des désastres, des conséquences désastreuses de la Green Revolution. C'est très tôt pour le faire et pour les décrire aussi bien. Les pertes de savoir, l'accélération de l'exode rural, plein de choses. Et à la fin, il termine son article par un chapitre qui s'appelle Beyond Industrial Technology. Et c'est ça qui intéresse les permaculteurs. Dans ce truc qui s'appelle Beyond Industrial Technology, faisant fond sur les travaux de tas de gens, Small is Beautiful, etc., de tas de choses, Radical Technology, il dit, au fond, les technologies qu'on doit développer en architecture, en machin, elles devraient avoir 3 principes. Le premier, il l'appelle la coopération, je vais y revenir. Le deuxième, il l'appelle l'intégration, ça veut dire que ça doit être des systèmes qui intègrent ce qu'on appelle les externalités, et qui les font tourner, c'est des systèmes comptables très précis. Et le troisième, c'est la flexibilité ou la réparabilité. Il faut faire des objets, des machines, etc., qui soient pas des boîtes noires, qui soient compréhensibles, adaptables localement, etc. Et pour la coopération, le premier, c'est ça qui va marquer les gens de la permaculture au point que ça va devenir un mantra de cette pratique, il dit un système technique post-industriel, c'est un système dans lequel chaque élément remplit plusieurs fonctions et où chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Fascinant. Pourquoi? Parce que c'est un fonctionnalisme. C'est un fonctionnalisme 40 ans après l'autre. Voyez? Mais on devrait dire un alter-fonctionnalisme, complètement différent précisément du premier, dans lequel on avait plutôt chaque élément répond à une fonction et chaque fonction à son élément. Séparation, ségrégation des fonctions pour la plus grande efficacité et scalabilité. Voyez? Là, c'est le contraire. Donc c'est un fonctionnalisme qui ne prend pas comme modèle la machine ou l'industrie, mais qui prend comme modèle l'écosystème. Ouais. Donc ça ne veut pas dire que tout fonctionnalisme n'est pas mauvais. Ça dépend du modèle que vous lui prenez. Et ça va devenir le mantra des gens de la permaculture. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les principes que je trouve majeurs comme leçon potentielle ou comme inspiration pour les architectes, simplement dire qu'il s'agit avec la permaculture d'une reformulation des principes de l'aménagement des sites et pour répondre à ce qu'ils appellent la descente énergétique. Comment arriver à se passer d'énergie et d'intrants? Eh bien, alors on réinvente l'ergonomie, on retrouve le vieux schéma de von Thunen du début du 19e siècle, vous voyez, on travaille là et on répartit les zones, c'est un vrai fonctionnalisme, en fonction de l'attention qu'on doit leur porter, du travail qu'on doit faire, et plus on s'éloigne, plus c'est des choses qui réclament moins d'attention ou moins de travail, ou qui sont moins périssables, etc. Deuxième chose, il y a des sections. Chaque site, il a des influences qui viennent de l'extérieur. Donc il s'agit de créer une palette de microclimats adaptés. Et enfin, la pente dans un monde de descente énergétique, la gravité, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec la plus grande intelligence, sagesse et intention. Une autre chose que je dirais juste comme ça, c'est que ce qui se passe dans ce champ-là, ce dont il s'agit, c'est de faire une agriculture non pas en plan, mais en volume. Une agriculture qui superpose, vous voyez, toutes sortes de couches, depuis le sous-sol, les herbacées, les plantes, jusqu'à la canopée des grands arbres. C'est une quasi-architecture. C'est loin des 2 dimensions de la monoculture et de sa simplification. Donc ça devrait rendre l'agriculture passionnante pour les architectes, si elle est volumétrique. Et il s'agit de rien moins que ça. Et là, je me permets carrément de me citer, c'est une phrase dont je suis content, à la fin d'un livre que j'ai écrit il y a 20 ans, et je l'aime toujours, cette phrase-là. En effet, il me semble que notre siècle n'est plus à l'extension des villes, que ce n'est pas ça l'enjeu aujourd'hui, même si, alors vous pouvez me dire, ah bah, vous ne lisez pas les journaux,
mais que c'est l'approfondissement des territoires. Donc ça, il me semble que les permaculteurs sont parmi ceux qui l'ont vu le mieux. Puis là, c'est juste pour illustrer, en prenant quelques illustrations. Alors, vous verrez, j'adore, je prends même un plaisir quasi sadique à infliger aux architectes, aux designers, etc., le type de représentation qu'utilisent les permaculteurs et qui révulse le sens esthétique, évidemment, et le bon goût, parfois teinté de cynisme, des architectes. Mais à ce moment-là, je leur dis, aidez-les. Aidez-les, parce que là, il y a peut-être un petit manque esthétique, mais il n'y a pas de manque de contenu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, éthique là-dedans. Donc, voilà. Et ça, c'est une illustration parfaite, vous voyez, avec l'exemple de la poule qu'on a mis sur la fiche. Une poule, ça ne fait pas que des œufs. Ça a des plumes, ça chauffe, ça a des besoins, ça gratte le sol, ça fait plein de choses, vous voyez. Et c'est ridicule d'utiliser ou de ne considérer une poule que comme une pondeuse, vous voyez. C'est délétère, c'est mortifère, vous voyez. Alors qu'elle est un élément qui peut remplir plein de fonctions et qui, évidemment, doit entrer dans des configurations, littéralement, qu'il s'agit de penser. Et ça, c'est du design qui réclame autre chose que le fonctionnalisme première manière. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de mon exposé. David Holmgren, en 2008, sort un petit livre que je trouve, j'ai traduit, j'ai toujours pas publié la traduction, mais ça va venir, qui s'appelle Future Scenarios. Tout petit livre, comme ça. Parce qu'on dit les permaculteurs, ils s'occupent que de faire des petits sites, des machins comme ça. Non, ils se préoccupent de the big picture aussi. Dans ce livre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au fond, on a le problème suivant aujourd'hui, qui est la concomitance de deux phénomènes. Il simplifie déjà, mais il dit, on a deux problèmes à la fois. On a un problème qui s'appelle peak oil, qui résume en gros la descente énergétique, c'est-à-dire le fait qu'on risque, et même que c'est peut-être déjà le cas, d'avoir de moins en moins d'énergie dense. Autrement dit, de moins en moins de puissance d'agir et de transformation. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le peak oil, vous voyez? Et on ne sait pas s'il va être, on ne sait pas, s'il va être lent, cette descente énergétique, ou rapide. Mais c'est un problème. C'est un sacré problème. Deuxième problème concomitant, c'est ce qu'on peut appeler le dérèglement climatique, ou pour le dire autrement, la détérioration générale des conditions de vie et d'existence, de la vie. C'est très important de considérer les deux problèmes en même temps. Pareil, là, on ne sait pas s'il va être bénin ou grave. On le sait de plus en plus, mais enfin, bon. Vous voyez, en gros, voilà, c'est vrai. Si vous les croisez, ces deux choses, il est certain que vous n'allez pas traiter le global warming de la même façon si vous n'avez pas du tout une puissance d'agir ou si vous en avez. Donc, imaginons premier scénario, vous voyez, vous avez un cadran, ça fait 4 scénarios. Premier scénario, on a encore beaucoup d'énergie dense, beaucoup de puissance d'agir, mais il y a un changement climatique grave. Alors là, il appelle ça brown tech. Là, c'est les techs qui prennent les choses en main. Ils en ont les moyens. Il y a encore des ressources en métaux, en tout ce que vous voulez, en énergie. Et puis, ils ont des graves problèmes. Donc, vous pouvez vous attendre à des systèmes Chine 2.0, hyper dirigistes, par exemple. Je dis Chine, il y en a d'autres. Vous pouvez vous attendre, on oriente la puissance là où elle doit aller, on construit des digues comme ça pour résister à la levée des eaux marines, etc., etc., etc. Et puis, vous avez des petits mecs qui râlent autour, mais en gros, c'est brown tech. Si vous avez le scénario dont tout le monde rêve, un peu européen, vous voyez, slow oil decline, et puis changement climatique bénin, encore bénin. Vous avez encore des moyens d'agir, et puis pouvez vous dire, on va réunir les conditions pour passer le truc et pour aller vers un état stable. On va avoir des champs d'éoliennes, on va avoir des machins, des panneaux solaires en veux-tu, en voilà, on a les moyens, on a encore des métaux, on a encore de l'énergie, etc. On va préparer le moment où, puis après on espère que ça va passer, quoi. Green tech. Si vous avez l'inverse de l'autre là-bas, si vous avez un changement climatique encore vivable, qui évolue pas trop vite, et qu'en revanche, vous avez une descente énergétique assez sévère, et bien là, pour Holmgren, c'est un peu le scénario idéal de la permaculture. C'est-à-dire que là,
pour lui, à cause contraire, effet contraire, exode urbain. Les gens se barrent des villes et se rapprochent des sources qui demandent beaucoup de travail et qui sont biologiques, partout. Voyez, vous n'avez plus la grosse puissance d'agir des énergies denses fossiles. L'énergie, vous allez vous en occuper là où elle est, quoi, dans les sols, etc. Labor intensive et ruralisme. Puis enfin, vous avez le dernier situation qui est la pire, en gros, changement climatique sévère et descente énergétique également sévère. Alors là, je ne sais pas, c'est Mad Max, c'est Matrix, je ne sais pas. C'est pas tout à fait ça, d'ailleurs, c'est pas de guerre mondiale, vous ne faites pas de guerre mondiale avec des éoliennes. Ouais. C'est pas, donc vous voyez, vous n'êtes pas dans ce truc-là. Mais c'est le bordel. Alors, il dit bien, Holmgren, attention, ce n'est pas des scénarios exclusifs les uns des autres. Géographiquement, il pense, lui, que l'Australie, qui a beaucoup de réserves énergétiques denses et qui se prend en pleine poire les effets du changement climatique, elle est bien partie pour le brown tech, pour lui. Par contre, la Nouvelle-Zélande, c'est peut-être autre chose, etc. Et même, elles peuvent même être emboîtées comme des poupées russes, les unes dans les autres, ces différents scénarios. Voyez. Donc, mais je trouve que comme, vous voyez, cette mise en rapport de ces deux choses est extrêmement intéressante pour réfléchir aux situations. Et donc, je l'ai essayé de m'inspirer d'une certaine manière de son truc. Ça m'a inspiré, quelque part, son truc, pour un autre sujet, qui n'est pas totalement éloigné, qui est justement pour essayer de distinguer dans cette boussole finale, là, avec Martin Etienne, les directions que pourrait prendre maintenant, demain, la dialectique ville-campagne, comme ça. Alors c'est évidemment un peu caricatural, hein. On fait des images pour le montrer. Le premier scénario, je l'appelle incorporation, au double sens du mot, en deux sens du mot, au sens capitalistique aussi. Incorporation, c'est l'industrialisation de l'agriculture. L'industrialisation en général poursuit son chemin. Et donc les métropoles absorbent l'agriculture, le secteur de l'agriculture. Elles l'absorbent déjà physiquement, en construisant des immeubles qui poussent, voyez, de l'élevage, machin. Il y a tout d'ailleurs un argumentaire environnementaliste derrière ça. Voyez. On concentre, voyez, les populations, les processus économiques dans des denses métropoles. C'est le métropolitanisme. Mais aussi, ça devient les tours de contrôle d'une campagne 2.0, vous voyez, avec des drones, tout ce que vous voulez, avec entre les villes l'hyperloop d'Elon Musk. Évidemment, il y a beaucoup d'énergie pour tout ça, etc. Voyez. Donc c'est incorporation au sens où l'agriculture, c'est plus une affaire de paysans, hein. C'est une affaire de grosses entreprises. En gros. C'est, d'une certaine façon, dans la droite ligne du métropolitanisme de Delirious New York. C'est une vision métropolitaine. Le deuxième, que je distinguerai du premier, je l'appelle la négociation ou l'intégration. C'est les métropoles continuent de croître, pas dans un ethos de la concentration, elles continuent de croître. Paola Vigano dirait la métropole horizontale, en intégrant comme composante du programme l'agriculture, la foresterie, l'horticulture, etc. Donc c'est une ville hybride, une métropole hybride, voyez, qui intègre l'agriculture comme une composante. Elle redistribue les cartes à l'intérieur dans son affaire, en gros. Et on peut peut-être la représenter comme ça, on a fait comme ça. C'est peut-être pas bien, peut-être que vous pouvez nous aider à améliorer ça, mais c'est comme ça. Et il faut distinguer, à mon avis, très fortement, cette orientation qu'on pourrait appeler d'ailleurs un urbanisme agricole. Vous voyez, un urbanisme agricole, qui a d'ailleurs beaucoup de références à faire valoir dans l'histoire de l'urbanisme. Énormément. Frank Lloyd Wright, d'ailleurs, serait plutôt dans cette affaire-là. Vous voyez. Il contribuerait, en tout cas, à cette histoire-là. Plein de gens ont contribué à tout ça. La Cité-Jardin, quelque part, elle est aussi dans ce genre d'inspiration. Il faut le distinguer, à mon sens, de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, qui est le mouvement inverse. C'est des entreprises agricoles, des initiatives agricoles, horticoles, etc., qui colonisent les villes existantes. Vous voyez, qui vont sur les toits, qui vont sur les terrains vagues, etc. C'est généralement un processus un peu acupuncturel, ce n'est pas dirigé, mais ça peut être soutenu par des gouvernements, voyez, et ça donne autre chose. En gros, c'est... Voilà.
Voilà, alors là on l'a fait un peu à partir de chez nous, à Paris, mais vous voyez cette espèce de logique comme ça, inverse. C'est aussi les urbains qui s'abonnent à des arrière-pays à travers des AMAP, des machins, des choses comme ça. Okay. Et puis enfin, et je dois dire que un des raisons de l'exposition était pour soutenir l'idée que cet enfin existe aussi. Enfin, il y a l'opposé du premier, que j'appelle d'un mot sans doute un peu fort, David Holmgren trouve que je vais un peu fort en utilisant ce mot, qui est le scénario de la sécession. C'est-à-dire celui qui entend sortir de l'éthos et de la tradition de l'urbanisme ou du métropolitanisme, tous ces gens qui essayent de s'organiser localement, soit en partant à la campagne, soit même quand ils sont pris dans l'orbite physique des métropoles ou de leur banlieue, mais de s'organiser localement, de sortir de l'orbite, en tout cas biopolitique, des métropoles, et que j'appelle donc la sécession. Et il y a énormément de gens en permaculture qui participent très activement à ce scénario-là. Parfois, ils s'appellent juste transition. Ils ne veulent pas trop attirer l'attention sur eux aussi, sur le sens du truc, et qu'on a représenté comme ça. Voilà. Et tout ça, en effet, ça vise à réfléchir à qu'est-ce qu'un monde. Vous vous rappelez le mundus? On ne le conjugue plus qu'au singulier, le mot monde. Mais pourquoi n'y aurait-il pas des mondes? Pourquoi c'est très bien de se vanter d'être un citoyen du monde, voyez, mais je pense qu'on ne peut être un citoyen du monde que quand on est actif dans le ménagement déjà d'un monde, quelque part. La meilleure réponse que pour l'instant je sois parvenu à trouver à cette question « qu'est-ce qu'un monde ?», c'est ça. Un monde, c'est un territoire, une région, un pays où on pourrait imaginer de projeter l'intégralité de son existence. Ça ne veut pas dire qu'on le souhaiterait, absolument, mais on pourrait l'imaginer. Je vous laisse méditer ça. Voilà. Il y a un livre, on en a quelques exemplaires, très peu. Il est en réédition. Il n'était même pas là le jour de l'exposition à Lisbonne, le jour d'inauguration. Et ils ont réussi la chose formidable, qu'il ne soit pas là non plus, en grande quantité, pour l'inauguration ici. Il a été épuisé sans être distribué. Et donc ils sont en train de le retirer. Il devrait y en avoir bientôt. Et j'espère que vous l'apprécierez. Merci beaucoup, beaucoup pour votre attention. Et on se retrouve là.